Avant même de se lancer dans la construction pas à pas d'un diagramme potentiel pH, il faut que vous preniez l'habitude de définir ce que je vais appeler le prédiagramme. En fait, il faut commencer par faire un peu le ménage et comprendre quelles sont les espèces que l'énoncé vous a proposées dans votre étude. Il faut séparer ce qui découlera de modifications de type redox parce que le nombre d'oxydations varie entre les espèces, de ce qui aura plutôt une conséquence du pH, c'est-à-dire des réactions acido-basiques. Pour ça, vous devez simplement faire un premier pré-classement en plaçant sur un diagramme qui pourrait très bien être un tableau la variation du nombre d'oxydation en fonction du pH. On commence par calculer le degré d'oxydation de l'élément commun à toutes les espèces et puis on les classe par nombre d'oxydation croissant. Si pour un même NO vous avez différentes formes, c'est que ces formes vont différer par des propriétés acido-basiques. Pour savoir comment ça marche, c'est très simple. On équilibre la réaction entre les deux formes que l'on veut séparer et on se rappelle que l'espèce acide libère une base et DH+, ou 1H+. Donc vous savez très bien dans le couple qui est l'acide et qui est la base, simplement en équilibrant la réaction avec les mêmes règles que celles que vous avez utilisées pour équilibrer les demi-équations électroniques. Ensuite, pour placer des espèces dans le diagramme, c'est pas compliqué. Vous vous rappelez que si le pH augmente, c'est que vous allez vers une forme qui est de plus en plus basique. Ce pré-diagramme va faire apparaître des traits qui vont borner les espèces que vous avez placées. Et les lignes frontières dans un diagramme potentiel pH sont a priori les lignes qui séparent des espèces qui sont voisines, qui sont contiguës. À partir de là, vous savez déjà combien de lignes frontières vous êtes censé mettre dans votre étude. Je vous propose de passer en revue tout le calcul que l'on mettrait en œuvre pour tracer le diagramme potentiel pH de l'élément fer en mettant en œuvre les espèces Fe2+, Fe solide, FeOH 2 fois, Fe3+, et FeOH 3 fois. On me donne la convention, je décrète que ce sera C travail égale 0,1 mol par litre et je veux mettre en œuvre une équipartition de l'élément sur la ligne frontière. Vous avez toujours dans les énoncés les constantes thermodynamiques nécessaires et puis les potentiels standards nécessaires aussi. Donc, comme on l'a dit précédemment, je commence par une étude préliminaire, je construis mon premier pré-diagramme, je cherche les degrés d'oxydation du fer dans toutes les espèces que l'on m'a données, je les classe, et puis je vérifie le caractère acido-basique des espèces présentes au même nombre d'oxydation, et je construis comme ça, sans aucune difficulté, l'allure de mon premier pré-diagramme. On est bien d'accord qu'il existe un pH de séparation entre les formes acido-basiques, qui ont des domaines de prédominance différents en fonction du pH, et que les petits pointillés que j'ai fait apparaître là sont pour le moment totalement arbitraires, qu'il faut continuer l'étude en calculant la valeur du pH à partir de laquelle chacune des formes basiques va devenir majoritaire, ou ici j'emploierais plutôt le mot va exister, puisqu'il s'avère que ces deux formes sont des solides. Là, on quitte le domaine redox pour passer dans le domaine de la précipitation, puisque dans le cas de ce diagramme, c'est l'apparition d'un précipité. Eh bien, je vais respecter les mêmes règles que celles des conventions que j'ai mises en œuvre. Voyons comment ça se passe. Si je veux faire apparaître le pH limite d'apparition de FeOH 3 fois à partir de l'ion Fe3+. J'applique tout le temps la même démarche. Je commence par écrire la réaction qui relie Fe3+, et son précipité avec l'échange des 3 ions hydroxyde. Cette équation-là, elle doit être reliée à la donnée du texte qui était un Ks. Ks, c'est une constante de solubilité. L'équation qui va avec Ks, c'est l'équation 3 écrite dans l'autre sens, écrite à l'envers. Je traduis donc que si le solide apparaît, même si c'est un micrograin, alors il y a un équilibre entre les deux formes. Et s'il y a un équilibre, j'ai le droit d'écrire K égale QEC. La constante K3 a pour valeur numérique 1 sur KS3, qui est la donnée de l'énoncé, et je traduis le quotient réactionnel en fonction des concentrations des ions. Je n'oublie pas que l'activité du solide est toujours égale à 1. Je connais la valeur de la constante Ks3, j'en déduis la valeur de la constante K3, 10 puissance plus 38. À partir de là, j'ai besoin d'avoir une valeur numérique des concentrations écrites dans ce diagramme pour arriver à la connaissance du pH. Alors, première remarque, OH- est relié facilement au pH, ne serait-ce que par la donnée de Ke. Mais parlons d'abord de l'ion fer 3. L'ion fer 3 est la seule forme soluble qui contient l'élément fer qui soit présente dans l'étude que je suis en train de mener. Et les conventions de tracé sont toujours valables. Ça veut dire que je sais déjà que la concentration de Fe3+ dans mon étude, ce sera la concentration de travail, c'est-à-dire 0,1.
je relie ça à mon pH. pH égale moins log de H+, sur C0, AKE, je finis mon calcul et je trouve sans difficulté le pH de 1,67 qui sera donc la vraie valeur de pH à partir de laquelle la forme Fe2 3+, va devenir la forme FeOH 3 fois. On fait une étude rigoureusement analogue concernant la séparation entre Fe2+ et FeOH 2 fois, on change simplement la valeur et ça me donne la borne frontière pH égale 7. J'attire votre attention sur le fait que pH égale 1,67 ou pH égale 7, dans mon diagramme EPH, ce sont des droites verticales, des frontières verticales qui mettent en évidence la transformation d'une forme acido-basique en une autre, sans que cela n'ait de conséquences redox, ce sont bien des frontières verticales. Mon diagramme préliminaire est terminé, je n'ai plus qu'à maintenant me lancer tranquillement dans le tracé des lignes frontières et s'il y avait besoin, je vous rappelle que il y aura autant de lignes frontières qu'il y a de séparations. J'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une là et j'en ai une là. Les deux frontières verticales sont déjà établies. Donc finalement, je suis partie pour mettre en évidence 4 études de lignes frontières séparant les espèces qui sont séparées par un trait horizontal dans mon prédiagramme. Nous voilà donc partis pour un temps de calcul qui n'est pas compliqué, il faut qu'il soit rigoureux, c'est une technique à mettre en œuvre, faites toujours les mêmes choses dans le même ordre pour ne pas vous tromper. On a dit qu'on séparait les espèces qui avaient une frontière commune dans mon prédiagramme. Je décide d'étudier ce diagramme en allant dans le sens des nombres d'oxydation croissants, c'est totalement arbitraire, si ça vous convient pas, faites-le dans l'autre sens. Donc je commence du bas vers le haut, je vais donc séparer le degré 0 du degré 2, et j'ai vu sur mon diagramme que la première frontière verticale était une frontière à pH 7. Donc je commence par la première zone, à gauche de pH 7, je sépare les formes Fe2 plus de Fe. À partir de là, la technique est toujours la même. J'écris d'abord l'équation électronique d'échange, j'écris la loi de Nernst puisque je suppose que je suis à l'équilibre et je traduis les conventions qui me permettent de dire que je suis sur une ligne frontière. Donc je traduis d'abord que la seule espèce en solution aqueuse c'est Fe2+, donc Fe2+ est égal à la concentration de travail, et par contre le fer solide existe, ce qui m'a autorisé l'écriture de la loi de Nernst. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas compliqué, vous remplacez Fe2+ par la valeur 0,1 dans l'équation de la loi de Nernst et vous arrivez tranquillement à l'écriture de la première ligne frontière. Ce qu'il faut prendre l'habitude de faire quand vous faites un diagramme potentiel pH, c'est de construire graphiquement ce diagramme au fur et à mesure que vous trouvez des segments qui correspondent à des lignes frontières séparant deux espèces. Nous avons pour le moment établi que le potentiel séparé Fe2+ de Fe jusqu'à pH 7 par une ligne horizontale dont la valeur était moins 0,47 volts. Je place le trait, j'indique bien sûr que le réducteur est en dessous du trait et l'oxydant au-dessus du trait et j'ai construit le début de mon diagramme potentiel pH. Je vais pour la suite continuer à considérer que je sépare le degré d'oxydation 2 du degré d'oxydation 0, je suis sur la même couche dans mon prédiagramme, mais cette fois-ci je travaille pour pH supérieur à 7. Donc ce qui va changer, c'est que je veux séparer l'espèce sous la forme FeOH 2 fois de Fe. Si j'applique la même méthode, j'écris la demi-équation électronique qui sépare ces deux espèces-là, FeOH2 et Fe. J'écris la loi de Nernst qui va avec, sous une forme littérale. Vous allez me dire que vous ne connaissez pas la valeur du potentiel standard du couple FeOH 2 fois Fe, vous avez raison. Mais ce n'est pas un vrai problème, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le potentiel, c'est une grandeur qui est continue. Donc ça veut dire que quand je me place à pH 7, le potentiel de la nouvelle ligne frontière que je cherche doit être rigoureusement le même que celui de la ligne frontière que je viens de tracer, puisque ça correspond au même nombre d'oxydations à droite et à gauche de cette ligne frontière. Je vais donc exploiter la continuité du potentiel. J'écris ma loi de Nernst pour le nouveau couple, avec une inconnue qui est mon E0. Je dis qu'elle a la même valeur que le potentiel de la loi précédente, qui à pH 7, et d'ailleurs à tous les autres pH, valait moins 0,47. Un petit calcul, vous en déduisez la valeur de l'inconnu, vous remplacez dans la loi de Nernst précédente, et vous avez votre nouvelle équation. J'ai extrait là-dedans le terme en log de H+, que j'ai transformé en moins 0,06 pH. Je connais ma deuxième portion de ligne frontière qui vient compléter le tracé du diagramme comme on a dit qu'on le faisait à chaque fois.
Donc voilà l'allure du nouveau diagramme avec, je n'oublie pas, le trait vertical qui séparera la partie dans laquelle Fe2+ existe sous la forme ionique de la partie dans laquelle le fer2 sera sous la forme du précipité. Je vous laisse le soin de regarder en détail le poly que je vous ai fourni aussi pour vous rendre compte que je fais exactement la même chose, mais finalement je change d'étage si vous me permettez l'expression. Je vais séparer le degré 3 du degré 2 et je vais avoir 3 zones à mettre en œuvre. D'abord en dessous de pH2 dans lequel je séparais Fe3+ de Fe2+, la loi de Nernst, les conventions de ligne frontière. Ce coup-ci, les deux espèces sont des solutés. Les deux ont la même valeur de concentration parce que ce sont des espèces monoatomiques et la somme des deux vaut C travail. Donc chaque concentration vaut C travail sur 2 et j'en déduis l'équation de la ligne frontière. Je rajoute le trait correspondant. J'ai déjà mis la frontière verticale puisque je sais qu'à partir de pH2, Fe3+ va se transformer en FeOH3 fois. Je change de ligne frontière entre 2 et 7. Fe3+ est remplacé par FeOH3 fois. Fe2+ est toujours sous sa forme ionique. Pareil, je construis cette ligne en utilisant la continuité à pH2 pour lequel je sais que le potentiel vaudra 0,77 volts. Je vous laisse vérifier le calcul. Une demi-équation électronique, une loi de Nernst, des conventions de ligne frontière et on arrive comme ça tranquillement à changer la ligne en E égale 1,13 moins 0,18 pH. Voilà, elle a été tracée. Je me suis arrêtée à pH 7. J'ai mis une frontière verticale qui bornait le diagramme de Fe2+. Je me suis arrêtée au trait vert puisque au-dessus du trait vert, c'est déjà le domaine du nombre d'oxydation 3. Je ne passe pas en détail sur la ligne frontière qui reste à calculer. Je vous laisse vérifier qu'une étude strictement analogue va vous amener comme ça à tracer le dernier trait qui a pour équation 0,29 moins 0,06 pH. Et vous avez complété votre diagramme potentiel pH dans le cas du fer. Chaque espèce a un domaine, soit d'existence, soit de prédominance. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Faire parler un diagramme, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que c'est clair. Je redis quand même une dernière fois qu'il s'agit d'un domaine d'existence pour le fer qui est solide, qu'il s'agira aussi d'un domaine d'existence pour les deux hydroxydes qui sont des solides, mais par contre, il s'agit de domaines de prédominance pour Fe2+ et pour Fe3+.